On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la La recette. recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. J'insiste les gars, on y va présenter également par le ventre Saint-Jacques et tout ça. Ouais, chef! C'est bien comme enregistrement ça, hein? C'est parfait. Ils sont au point, ils le font bien. Service s'il vous plaît. Oui, chef. C'est la ponctuation qui rythme le service d'un restaurant au moment du coup de feu. À l'unisson ou presque, comme une virgule au milieu de l'effervescence, la brigade acquiesce. Oui, chef. Pour ce premier épisode de la saison 2, je suis à Lyon, au cœur du patrimoine culinaire français, et j'ai rendez-vous au sommet. Les clients ne s'y trompent pas. Quand c'est bon, il n'y a pas meilleur, comme disait M. Paul. Quand c'est bon, il n'y a pas meilleur. Ici, dans ce restaurant niché sur la fameuse colline de Fourvière, la vue est imprenable. On croirait presque toucher le ciel et pourtant les étoiles sont ici, sur la table. L'une d'elles est une étoile verte. Saviez-vous que sur les 15 000 restaurants gastronomiques du guide Michelin, seuls 350 ont été récompensés pour leur engagement écologique ? Et il n'y a plus qu'à déguster. Voilà une recette responsable et durable. Parmi les premiers chefs à l'avoir décroché, il y a mon invité, Christian Tête-Doigt. Alors, je suis Christian Tête-Doigt, cuisinier à Lyon, tout simplement. Mais ne vous fiez pas à son humilité, Christian Tête-Doigt est bien plus qu'un simple cuisinier. Chef étoilé, meilleur ouvrier de France, il est aujourd'hui à la tête de 9 restaurants à Lyon, sa terre d'adoption. Alors, quel est le rôle des chefs à l'heure du changement climatique ? À quoi ressemble une assiette étoilée et éthique ? Et d'ailleurs, comment au sein des restaurants faire évoluer les pratiques ? Merci beaucoup, chef. Voici la recette de Christian Tête-Doigt. Bonjour Christian. Bonjour Julie. Merci beaucoup de me recevoir dans l'un de vos restaurants à Lyon. Christian, vous êtes un chef étoilé, meilleur ouvrier de France, président de l'association des maîtres cuisiniers. Vous êtes aussi un chef de cœur, puisque vous avez notamment été désigné cuisinier solidaire de l'année en 2021. Enfin et surtout, vous êtes en France l'un des chefs de file de la gastronomie durable. Le célèbre Guide Rouge vous a d'ailleurs décerné une étoile verte, on y reviendra. Alors, pour commencer, tout simplement, Christian, pourquoi cet engagement ? Ah, quelle question. Donc, tout simplement parce que ça me paraît naturel. Moi qui suis issu de la campagne, j'ai pu voir tous les effets négatifs des traitements, puisque mon père était, en plus d'être agriculteur, maraîcher. Et c'est une époque où je me rappelle l'avoir accompagné dans des coopératives pour apporter ses productions. Et dès qu'il y avait un défaut sur un produit, il était déclassé. Donc, on lui conseillait fortement d'aller chercher à la pharmacie de la coopérative des produits pour traiter, pour que tous les légumes soient bien réguliers, soient rectilignes. Un jour, eh bien, on l'a retrouvé étendu dans les terres parce qu'il était intoxiqué par les produits qu'il pulvérisait. Et donc, il a fait un séjour au CHU de Nantes. Ça a été aussi un choc pour lui de se rendre compte que, en fait, il était en train à la fois de s'intoxiquer et d'intoxiquer les autres et d'intoxiquer la terre. Voilà. Donc, je crois que quand on observe un petit peu le parcours d'une vie, on se rend compte que quand on arrive à l'automne de sa vie, on a encore des choses à apporter et on a peut-être un peu plus de temps pour un engagement, je dirais, qui donne du sens à l'ensemble de sa carrière.
Voilà. J'aimerais, Christian, en savoir plus sur vous, sur votre histoire, sur votre parcours. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous en dire plus sur votre enfance, nous raconter peut-être qui vous a transmis l'amour de la cuisine et nous parler surtout de vos premiers souvenirs gustatifs. Est-ce qu'il y a un goût, une odeur qui vous a particulièrement marqué ? Alors, moi, je suis né à Saint-Julien-de-Concelles, en Loire-Atlantique, et j'ai eu la chance de naître dans une famille nombreuse. Donc, faisant partie des aînés, il fallait participer aux tâches ménagères. La cuisine avait un rôle évidemment important dans la famille, puisque nous étions en permanence une vingtaine à table. D'abord, j'étais très gourmand comme enfant. Donc, la cuisine a été un moyen pour moi d'aider ma maman, qui était quand même qui est toujours une femme exceptionnelle, et qui apportait beaucoup de soins et de cœur à ce qu'elle préparait pour régaler toute cette petite famille. Donc c'est votre maman notamment qui vous a transmis oui. cet amour de la cuisine. Très clairement. Et à quel moment, justement, vous vous êtes dit que vous vouliez faire de la cuisine votre métier ? C'est venu très tôt, cette idée de vouloir faire de la cuisine, puisque on organisait bien sûr beaucoup de repas de famille, à chaque événement, les anniversaires, les communions, avec déjà une famille nombreuse, plus le reste de la famille qui était invité. Donc on se retrouvait avec des tables de 70 personnes assez facilement. J'ai organisé mes premiers banquets à l'âge de 7 ans. Ce qui peut paraître surprenant, mais tout de suite j'avais compris le sens de pouvoir cuisiner pour un grand nombre. Donc, vous voyez, par exemple, quand on faisait du colin pour 70 personnes, sans même avoir ouvert un bouquin de cuisine, j'ai préparé mon courbouillon de légumes. Et puis après, donc, une fois qu'il était froid, donc, j'ai rempli une grosse casserole que j'étais allé chercher dans le restaurant du coin. J'ai fait des couches. Donc je mettais les morceaux de poisson les uns à côté des autres, je mettais un linge, j'empilais par-dessus, voilà, pour que les morceaux ne se touchent pas et ne viennent pas se coller les uns aux autres. Donc voilà, j'avais un sens inné, je pense, pour ce métier. Tous les gens de la famille étaient plutôt assez admiratifs du résultat et j'ai lancé donc à l'époque avec ce colin donc le fameux beurre blanc nantais. En général, toutes les femmes de la famille, c'est une sauce qu'elles rataient régulièrement et moi j'ai réussi pour le faire pour 70 personnes. Alors là, j'étais devenu la star incontestée de la famille sur le beurre blanc nantais. Oui, parce que vous êtes né à Saint-Julien-de-Concelles, qui est la ville. Où est née, voilà, c'est une femme qui a créé, Clémence, qui a créé le beurre blanc nantais, une sauce qui aujourd'hui est utilisée dans le monde entier. Vous avez décroché votre CAP à 16 ans. Et un an plus tard, à 17 ans, vous êtes élu meilleur apprenti de France. C'était en effet un bon début de carrière. Où avez-vous appris à cuisiner, Christian, et comment êtes-vous devenu chef ? Alors, j'ai tout fait un petit peu jeune, y compris me faire virer d'école à 13 ans et demi, ce qui m'a valu de prendre de l'avance quand même sur les jeunes de ma génération, puisque j'ai fait 1 an de pré-apprentissage. À l'époque, on avait le droit de faire ça, chez Joseph Delphin, qui était un restaurant qui avait 2 étoiles Michelin, qui était à une quinzaine de kilomètres de chez mes parents. Donc j'allais à vélo au travail le matin. Et donc effectivement, j'ai eu mon CAP très tôt. Du coup, comme j'ai fini premier du CAP de la région nantaise, j'ai été sélectionné pour cette fameuse compétition du meilleur apprenti de France. Et donc je l'ai remporté effectivement le 5 décembre 1979. J'en ai un souvenir assez incroyable puisque malgré la fatigue, quand l'annonce des résultats a été faite, il a fallu que je parte directement chez RTL, après chez Europe 1, après chez Radio Monte-Carlo. Et j'ai fini, tenez-vous bien, aux 20h avec Roger Giquel, quand même au journal télévisé de 20h. J'étais l'invité à 17 ans. À 17 ans, donc c'était juste incroyable, quoi. Oui, j'imagine. Et je suis arrivé bien sûr en retard pour la remise des prix. Donc ils ont fait la remise des prix de tous les autres candidats et ils ont fini par moi quand j'ai bien voulu arriver. Donc c'était assez incroyable parce que forcément tout le monde était très en attente de voir le meilleur apprenti de France. Il faut essayer de garder de la tenue parce que c'est assez émouvant quand même de voir toute cette assemblée qui se lève. Donc vous êtes meilleur apprenti de France à 17 ans. Oui. Ensuite, vous travaillez pour Monsieur Paul, oui, comme on l'appelle, Paul Bocuse. Alors c'était une rencontre déjà un petit peu extraordinaire. C'est vrai que c'est un petit peu l'homme qui m'a forgé derrière. J'ai eu la chance de faire 3 ans chez lui. Ensuite, comme j'avais fini meilleur apprenti de France, le président de la République prenait à son service le meilleur apprenti de France. Donc je suis arrivé au Palais de l'Élysée,
sous Giscard d'Estaing, où j'ai fait 2 mois, et après avec François Mitterrand. Ensuite, Paul Bocuse m'a récupéré, et puis un jour il m'appelle et me dit je t'invite à déjeuner. Bon, donc moi toujours très obéissant, j'arrive pour déjeuner chez Paul Bocuse, et là il me présente 2 personnes qui avaient un hôtel-restaurant à Avoriaz, l'hôtel des Dromons. Ils m'ont embauché comme chef, j'avais 21 ans, vous vous rendez compte, c'est un truc de fou quand même. Donc j'avais une équipe de 12 personnes avec moi, et j'ai fait 4 saisons d'hiver là-bas. Et l'été, donc j'étais chef au Relais Château de Coudray. Et à chaque fois, c'est M. Paul qui me... Alors, il avait quand même un petit défaut, M. Paul, c'est que je terminais un soir quelque part, fallait que je commence le lendemain matin ailleurs. Donc, j'avais jamais de congé. Pendant des années, j'ai pas eu de vacances. À chaque fois, il s'organisait pour que je commence tout de suite. C'était un homme qui aimait beaucoup le travail. Et bon, donc il m'a inculqué ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, encore, je suis un intoxiqué du travail. Je n'arrive pas à m'arrêter. Vous avez eu, Christian, un parcours d'excellence, vous venez de nous le dire, des cuisines de Paul Bocuse à celles de l'Élysée. Vous devenez meilleur ouvrier de France en 1996 et ensuite, en 2000, vous obtenez une étoile. Quel est votre meilleur souvenir? Quel a été le moment le plus fort? Très clairement, le concours du meilleur ouvrier de France, c'est quand même juste extraordinaire. J'ai eu la chance de l'avoir du premier coup, à une période qui était quand même pas si simple pour moi parce que je venais de m'installer. Ça faisait quand même quelques années, mais vous savez, au début, il faut quelques années pour rentabiliser l'investissement, donc c'était quand même une période particulièrement difficile. Donc la seule possibilité, c'était de s'entraîner la nuit. Un bon ouvrier, il doit être à la tâche tout le temps, au quotidien, pour pouvoir se challenger tout le temps, être au niveau, être rapide et précis dans ses gestes. Et je pense que c'est pour ça que j'ai gagné ce concours dès la première édition, parce que j'avais des automatismes tellement évidents qu'ils ont vu tout de suite à qui ils avaient affaire, quoi. Et vous nous l'avez dit, c'est notamment Paul Bocuse qui vous a donné oui. cet amour du travail. Oui, pour la petite histoire, donc, quand je suis rentré en apprentissage, mon parrain m'a offert la cuisine du marché de Paul Bocuse qui venait de sortir. Et quand j'ai vu ce chef qui trônait sur la couverture avec son plateau en argent, avec un loup en croûte magnifique, et puis sa médaille de meilleur ouvrier de France bien positionnée, là, je dis waouh, mais c'est quoi ce truc? Et j'aimerais bien devenir comme ça un jour. Et voilà, j'ai réussi à le faire. Et est-ce qu'à l'époque, on tenait déjà compte des enjeux écologiques? Est-ce que c'était un sujet ou pas du tout? On sait notamment que Paul Bocuse avait l'amour des produits locaux. C'est une forme d'engagement. Mais absolument, je crois que vous avez bien résumé. C'est tout à fait ça. On ne parlait pas effectivement d'écologie, mais il y avait déjà une prise de conscience des chefs qu'il fallait soutenir les producteurs et qu'il fallait choisir les meilleurs produits. Parce que nous, les chefs, sans bons produits, on n'est pas grand-chose. Nous ne sommes que des artisans au service du produit pour les mettre en valeur. Donc le produit, d'ailleurs, vous dites souvent le patron, c'est le produit. Ah, très clairement. Et vous, à quel moment de votre parcours vous prenez conscience justement de la nécessité de s'engager et à quel moment vous commencez à intégrer les enjeux écologiques dans votre cuisine? Alors, si on parle de la démarche, comme on vient d'expliquer, sur la prise de conscience de la qualité des produits, je l'ai toujours eu. Mais j'ai voulu aller plus loin pour être vraiment en phase avec l'évolution souhaitée par les clients déjà, qui est d'avoir un sourcing au plus près de chez soi. Vous savez, quand on fait son marché le matin, on voit un petit peu ce qui se passe, on voit l'évolution du produit, on voit que la qualité a tendance à baisser, mais vous êtes pris dans un engrenage du quotidien qui fait que vous n'avez pas forcément le temps de vous impliquer davantage dans le sourcing parce qu'il faut assurer les services midi et soir, il faut assurer la famille. Et donc, vous n'avez pas toujours le temps de mettre en œuvre ce que vous voulez. Et donc, il y a un moment dans la vie où vous vous dites c'est le moment. Et c'est ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années, où je me suis vraiment clairement posé la question d'où je voulais aller, comment je pouvais apporter ma pierre à l'édifice en améliorant mon sourcing et en privilégiant des contacts avec les producteurs. Donc j'ai commencé avec quelques petits producteurs sur les marchés, à discuter avec eux, etc. Et puis il y a eu la rencontre avec Jean-François Tedesco, qui a été un déclenchement important. Jean-François Tedesco qui a créé donc l'application Mes producteurs, mes cuisiniers, qui met en relation des producteurs locaux avec des chefs absolument dans la région lyonnaise. Vous travaillez d'ailleurs
essentiellement avec des producteurs locaux comme le maraîcher Vincent Galliot que j'ai reçu il y a quelques mois sur le podcast. C'est ça aussi l'engagement, c'est privilégier les circuits courts, une agriculture locale, paysanne. C'est ce que vous faites. Et puis soutenir des productions, des producteurs qui ont des revenus qui sont quand même nettement insuffisants par rapport à l'engagement qu'ils ont. Il est évident que les productions sont moins importantes quand on respecte la nature et le cycle naturel. Je pense que c'est important que les chefs prennent position aujourd'hui, achètent leurs produits, même s'ils sont un petit peu plus chers chez ces producteurs qui font un travail remarquable. Alors, Christian, votre plat signature a pour sigle HTV, homard et tête de veau. J'ai lu que ce plat est désormais uniquement proposé à la carte sur la période de pêche du homard. Comment avez-vous repensé ce plat justement pour le rendre plus durable ? Alors, ce plat déjà a, 30 et quelques années, donc il a passé différentes modes, donc il a beaucoup évolué, à raison d'au moins 4 versions différentes par an, ce qui permet de faire vivre un plat sur plusieurs décennies. Depuis effectivement 2 ans maintenant, nous ne le faisons plus qu'à la saison du homard. Et c'est vrai pour d'ailleurs toutes les autres variétés. On respecte vraiment les périodes de reproduction. Ça va de juin à septembre maintenant. On se prive évidemment d'un plat un peu emblématique de la maison. Les gens nous le reprochent, mais quand on explique, après, ils comprennent. Et c'est vrai que quand je vois sur les marchés ou chez nos poissonniers des homards pleins d'œufs, ça me rend fou parce qu'on est en train de détruire notre sourcing naturel. Et c'est vraiment dommageable parce qu'on peut très bien se passer d'un produit pendant quelques mois. On prend souvent l'exemple de la fraise aussi. Pourquoi manger des fraises toute l'année, les faire venir du Chili ou d'ailleurs? Est-ce que ça a du sens de payer du carburant pour faire voler des avions, pour amener des fraises sur nos étals? Je pense qu'à un moment, il faut revenir à la raison un petit peu. Et quel plaisir de retrouver la fraise chaque année quand c'est la saison. C'est vrai, quel plaisir. Vous avez dit que c'était important d'expliquer à vos clients, parce que certains vous demandent pourquoi le HTV n'est plus à la carte. C'est important, ça, de manière générale, d'expliquer la démarche. Oui, et ça, je pense que là, pour le coup, les chefs ont un rôle sociétal très important pour faire évoluer les mentalités. Et c'est vrai que nous, on parle beaucoup avec les clients pour expliquer justement tout le travail qu'on fait avec les producteurs. Il faut savoir qu'on les réunit une fois par an quand même et qu'on prépare tous nos plans de culture pour l'année. On ne peut pas dire au gramme près, mais pratiquement, quoi. On a, avec l'expérience et le nombre d'années, on arrive à savoir, comme on a la chance d'être complet tout le temps, le volume qu'on passe d'une année sur l'autre. Et donc, ça permet beaucoup d'éclairer nos producteurs sur les quantités qu'ils peuvent prendre les uns et les autres. Parce que l'avantage d'avoir une trentaine de producteurs, c'est qu'il y en a un qui va vous dire, moi, je peux vous faire 900 kilos de pommes de terre, moi, je peux en faire 1000, moi, je peux en faire 2000. Et donc, vous arrivez à couvrir votre besoin sur l'année. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ça permet aussi peut-être, j'imagine, de réduire le gaspillage alimentaire, d'avoir la bonne quantité. Alors on a des fois quelques surprises, comme je me rappelle du mois de juin, il y a 2 ans, où on a eu un coup de chaleur. Et donc les derniers semis ont rattrapé les autres, donc on a eu plein de marchandises, puis après on a eu un trou. Donc c'est là où le cuisinier a un rôle important, c'est de se remettre en question et de repenser ses recettes rapidement pour pouvoir pallier à ce que la nature nous impose, parce que c'est quand même elle aussi la patronne quelque part. D'accord, et donc j'imagine que vous travaillez tout le produit. Est-ce que vous auriez une recette anti-gaspi justement à nous partager ? On a justement en ce moment le potimarron, où on le décline en plusieurs préparations, mais on utilise le potimarron dans sa totalité, y compris les graines et la peau. Bon, alors, on va attaquer la recette. Qu'est-ce que vous en pensez ? On y va. On y va ? Alors, là, donc je garnis le fond de l'assiette avec cette petite brunoise de potimarron assaisonnée avec l'huile de courge et du piment de Bresse, un peu de sel quand même, le petit palais de potimarron qui est juste poêlé, tout doucement, la purée de potimarron, ça c'est juste une merveille. Voilà, notre sorbet, c'est la glace de piment de Bresse. Cette fameuse variété qu'on a remis en culture. Et donc, le siphon qui est fait avec les graines. Hop, on secoue. Hop là. Et là maintenant, on met la poudre de peau qui est séchée et qui est après mixée très finement
Et il n'y a plus qu'à déguster. Voilà une recette responsable et durable. Tout le produit est travaillé dans sa globalité. Magnifique, ça a l'air délicieux. Donc on peut goûter, Ah c'est oui, ça? allez-y. Il faut... Ah, vous piochez complètement. Allez-y. Vous savez, je crois que la gourmandise, ça obéit à aucune règle. Faut y aller, faut... Alors je prends franchement une belle cuillère. Allez-y. Voilà, impeccable. C'est le verdict. Et en 2021, votre engagement est récompensé par une étoile verte. Cette étoile, elle a été créée en 2020 par le célèbre guide Michelin pour récompenser justement les chefs les plus engagés pour une gastronomie durable. Donc 1 an après sa création, on vous l'attribue. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette étoile verte, Christian? J'étais super heureux parce que c'était la première promotion déjà. Donc, et c'est vrai que je l'ai découvert lors de la soirée des étoiles Michelin. Donc quand j'ai vu mon nom sur l'écran, j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que quand son travail est récompensé sans qu'on s'y attend, c'est encore plus joli, quoi. Vous y attendiez pas? Non, je m'y attendais pas du tout, non. Michelin fait bien son travail et ils observent les chefs qui sont vraiment au travail et qui font le job, quoi. Et moi, je suis en plus super content, c'est qu'on la garde chaque année depuis 2021. Alors, ça fait que 3 ans, vous allez me dire, mais je considère que chaque année, elle peut nous être enlevée et donc on continue notre démarche. C'est un véritable moteur. Ça attire aussi des compétences chez nous. Il y a des jeunes qui viennent travailler chez nous parce qu'on a cet engagement dans la transition écologique et cette cuisine durable. Et ça me paraît vraiment très intéressant de communiquer ça, de transmettre ça aux jeunes. Il n'y a pas d'autre chemin aujourd'hui que celui-là, d'aller vers cette cuisine responsable et durable. Vous faites aussi la part belle au végétal dans les assiettes. Oui. En effet, la viande pèse lourd sur le climat. Plus de 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviendraient de l'élevage. Le chef Alain Ducasse a d'ailleurs, il y a quelques mois, appelé à réduire drastiquement notre consommation de viande. Quel est votre regard là-dessus, Christian? Il est égal à la pensée d'Alain. C'est vrai que il n'est pas le premier, puisque du coup il y a aussi Alain Passard qui a fait cette démarche il y a plus de 25 ans. Et moi je me suis intéressé à son travail depuis de nombreuses années, et donc j'ai pris le courant il y a déjà une bonne dizaine d'années aussi. Je suis loin d'être anti-viande, qu'on soit bien clair, mais je pense que il y a des étapes dans la vie où on doit en manger davantage et des étapes dans la vie, on doit en manger moins. Les dernières études le prouvent. On doit vraiment donner un peu de viande à nos enfants. Quand on est adulte, on peut s'en passer. 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Et par contre, quand on est à l'automne de sa vie, là, il faut remanger des protéines animales puisque elles sont mieux captées et elles se fixent mieux que les protéines végétales. Si on arrive à faire comprendre aux consommateurs en général qu'il faut alléger sa consommation de viande pendant une période de la vie, il faut qu'on arrive à les convaincre de ça. Et votre engagement ne s'arrête pas là, il est aussi présent en dehors de l'assiette. Il se trouve notamment dans la consommation de l'énergie, dans la manière dont vous gérez l'eau aussi, dans le mobilier, jusque dans les tenues de travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi c'est important d'avoir une démarche écologique globale? Enfin, ça me paraît être du bon sens, tout simplement. C'est vrai que mettre des réducteurs d'eau sur les robinets, c'est quand même pas non plus une nouveauté. Ça me paraît être le bon sens. Les tenues de travail, oui, on s'est rapproché de fabricants français qui font avec du lin. Voilà, une démarche, elle doit être, à mon avis, entière ou elle n'a pas de sens. Voilà. Christian, Lyon est votre terre d'adoption. Depuis l'ouverture de votre premier restaurant ici, vous êtes devenu un chef incontournable de la capitale de la gastronomie. Aujourd'hui, vous avez 9 établissement à Lyon. Est-ce que l'éco-responsabilité prend une place importante dans tous vos restaurants et quelle forme elle prend concrètement? Comment vous faites aujourd'hui rimer gastronomie et durabilité? Alors, la transition écologique a un prix et c'est vrai que tous mes restaurants n'ont pas la capacité d'être aussi exemplaires. Ceci étant, sur le plan du sourcing, c'est la même politique partout. La récupération des déchets organiques, par exemple, on ne le fait pas partout. Mais évidemment, c'est l'ambition, c'est d'aller plus loin et que tous les établissements puissent être au même... mais bon, pour pouvoir stocker les déchets organiques, il faut avoir un espace réfrigéré. Et donc, en ville, c'est pas toujours facile d'avoir suffisamment de place pour créer ce genre de local, ce que moi j'ai pu faire ici parce que j'ai beaucoup de place. D'accord, oui, donc il y a des contraintes logistiques aujourd'hui. Absolument. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que peut-être que ça fait partie des freins
qui Mais fait très qu'aujourd'hui, clairement. voilà. Je pense que beaucoup de restaurateurs seraient ravis de pouvoir conserver leurs déchets organiques pour les transformer en compost ou en biométhane, mais il faut qu'on puisse faire un service de récupération de déchets peut-être plus régulier, parce que 2 fois par semaine, c'est pas suffisant pour certains qui ne peuvent pas stocker. Alors voilà nos 2 bacs à compost qui sont là pour la journée. On réunit tous les déchets organiques qui peuvent être transformés en biométhane. On a des coquillages, donc des coquilles d'huîtres, on a des arêtes de poissons qui ont servi à faire des fumets, on a des chutes de légumes, des parures de légumes, parce qu'on essaie de tirer le maximum. Voilà. Donc en général, on est sur une vingtaine quand même de kilos par jour, à savoir que nous faisons 180 couverts au gastro et autant au bistrot par jour. Donc là, on parle de compost. Est-ce qu'il y a un enjeu qui vous touche plus qu'un autre ? Oui, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que là, j'ai déclaré un acte d'amour envers notre terre nourricière, parce que je voudrais que les gens prennent conscience que tout vient de la terre. Et c'est vraiment essentiel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je milite pour justement que les chefs puissent récupérer le maximum de déchets pour qu'on puisse rendre à la terre un petit peu de ce qu'elle nous donne. Et en tout cas, ne plus la maltraiter comme on a pu le faire pendant tellement de décennies qu'aujourd'hui, il y a une partie de nos terres qui sont mortes et qui ne fonctionnent que grâce aux engrais. Et il y a toujours plein de choses à faire quand il s'agit d'écologie. Vous avez dit récemment dans une interview, il y a urgence à changer nos façons de travailler. Nous sommes nombreux à être engagés, mais il y a encore beaucoup à faire. On en est où aujourd'hui, Christian, dans le monde de la gastronomie ? Qu'est-ce qu'il reste à faire et va-t-on assez vite ? Je pense qu'il reste beaucoup à faire, mais là encore, on ne peut pas tout demander à l'État et tout le monde n'a pas les moyens de faire cette transition. Il restera toujours effectivement des problèmes de faisabilité suivant les lieux, il est plus simple effectivement de faire du compost quand on est à la campagne que quand on est en ville. Et puis vous savez comme moi que en face, il y a un client qui a un pouvoir d'achat qui n'est pas extensible. Il y a des restaurateurs qui n'ont clairement pas les moyens d'opérer ça. Donc ça va prendre du temps. Et quelles sont les solutions ? Comment on dépasse justement ces freins selon vous ? Alors ? On s'adresse aux jeunes parce que demain, ils mettront ça dans le cahier des charges dès le départ et ils choisiront des lieux qui leur permettront de pouvoir faire cette transition. Donc moi, je travaille beaucoup sur la transmission auprès des jeunes, puisque je pense que c'est eux l'avenir et c'est eux qui auront les bons gestes et qui appliqueront vraiment tout ce qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir faire en sorte que ça puisse profiter au plus grand nombre. Vous parlez de la jeune génération. Oui. Justement, vous avez lancé en 2022 le CFA de la gastronomie à Lyon, qui est une école de cuisine, mais aussi de pâtisserie, de sommellerie. Et de boulangerie. Et de boulangerie. Est-ce qu'on y enseigne justement les enjeux écologiques ? Comment ces enjeux sont intégrés dans les formations ? Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette école. Effectivement, c'est le premier CFA national qui a créé des modules justement sur ce qu'est la restauration durable et la transition écologique. Tous nos jeunes sont initiés justement à cette nouvelle façon de travailler, utiliser le produit dans sa globalité, le choix des matériaux d'un restaurant, le retraitement des déchets, enfin voilà, on les initie à toutes ces problématiques et je pense qu'on va former des cuisiniers de demain qui seront responsables. Vous travaillez, Christian, sur un projet qui verra le jour à Lyon en 2028, dans le 8e arrondissement, au sommet d'une tour. Un nouveau restaurant qui aura l'ambition d'imaginer et de servir la cuisine de demain, tout un programme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et surtout, à quoi ressemblera l'assiette de demain ? On est en pleine réflexion, donc effectivement je ne peux pas tout vous livrer parce que sinon après il n'y aura plus de magie, de secret. Ce que je peux vous dire c'est que c'est un projet pour moi hautement symbolique puisque on sera au sommet de la tour CIRC qui était le Centre international de recherche pour la cancérologie. Donc pour moi c'est symbolique de pouvoir faire un restaurant de demain en haut de cette tour qui va être complètement repensée et qui va elle aussi faire sa transition écologique puisque tout le bâtiment va être doublé en bois et la structure sur laquelle je serai sera complètement en bois puisqu'ils vont déconstruire 5 étages et ils vont reconstruire 3 étages pour faire le restaurant là-haut avec un rooftop assez exceptionnel où on sera en pleine nature en haut d'une tour. Pour moi ça me paraît là encore un challenge intéressant, c'est comment on amène une réflexion sur du concret, ce que sera la restauration de demain. Je n'irai pas tellement plus loin sur les explications parce qu'il faut quand même qu'on garde un petit peu de magie. Il faut nous en dire plus, là. Vous en avez trop dit. Ah oui, justement, c'est ça la magie, c'est de laisser
l'imagination de chacun fonctionner et voir jusqu'où on peut aller. Voilà. De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui, Christian ? De mes enfants, bien sûr. C'est quand même la plus belle chose qu'on puisse faire dans sa vie. Et j'ai la chance d'avoir 3 enfants extraordinaires. Le parcours, j'espère qu'il en reste encore beaucoup à faire, parce que tout m'intéresse. Et c'est vrai que je travaille énormément, vous le savez, dans les hôpitaux. Donc en ce moment, j'ai mis au point des produits pour lutter contre la dénutrition. Donc j'ai été nommé président national de la commission contre la dénutrition en milieu hospitalier. C'est un sujet qui me tient peu à cœur parce que la perte de poids en milieu hospitalier, en EHPAD, conditionne derrière une perte d'autonomie et donc une accélération de la fin de vie. Et donc je trouve que c'est quand même juste pas possible, quoi. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Il y en a, on y travaille. Voilà. Christian, ce podcast s'appelle La Recette. Quelle recette voudriez-vous nous donner aujourd'hui ou auriez-vous aimé qu'on vous donne peut-être ? En fait, une recette, c'est une complexité assez impressionnante et à la fois, je crois que la cuisine, c'est du bon sens. Nourrir sa famille avec une soupe le soir, c'est pas compliqué à faire. Quand on met des bons légumes dedans, c'est toujours délicieux et ça donne suffisamment d'énergie. Il n'y a pas besoin de manger de la viande le soir, voilà. Et on dort bien mieux. Donc la cuisine, c'est du bon sens, c'est un peu de courage. Des fois, les gens en manquent un petit peu. Donc j'aime bien le rappeler quand même que un peu de courage. Et puis, quand on est très gourmand, eh ben, c'est un petit peu de créativité. Je crois que là, pour le coup, c'est certainement le métier le plus extraordinaire parce que quand je vois l'évolution de la cuisine depuis que je suis rentré en apprentissage en 1976 et ce que je fais aujourd'hui, il y a un tel monde d'écart que j'en suis même moins impressionné de pouvoir... Quand je revois mes cahiers d'apprentis et les recettes qu'on crée aujourd'hui, c'est juste hallucinant cette progression qu'il peut y avoir en plus de 40 ans. Et cette progression vers un monde, vers une cuisine plus durable aussi. Oui. Et ça, c'est vraiment, je pense, la trace que j'aimerais laisser, d'avoir accompagné ce mouvement, ce courant, qui, encore une fois, a été pris de bon sens, puisque si on regarde bien, nos aînés avaient plus de bon sens que nous sur la façon de consommer et la façon de cuisiner et la façon de conserver les aliments. Donc il faut qu'on revienne à tout ça pour qu'on puisse arrêter de faire voyager de la viande, des poissons, des légumes. On peut trouver au plus près de chez soi tellement de bonnes choses. Merci beaucoup Christian. Merci beaucoup pour votre temps et pour cette interview. Je vous en prie.